Bonjour et bienvenue à cette 40e capsule sur la communication cellulaire. J'espère que celle-ci sera la bonne. Donc, on parle de communication cellulaire. La communication cellulaire, c'est aussi important que la communication entre humains, sinon plus. Vous le savez, notre corps est formé de plusieurs milliards de cellules. Il faut que tout ce beau monde-là puisse se parler. Il faut que la tête parle aux orteils. Donc, c'est super important qu'il y ait des mécanismes de communication entre les différentes cellules du corps. Pour ce faire, il y a différents signaux qui permettent aux cellules d'engendrer une réponse. Donc, les signaux externes, ça peut être des substances chimiques, donc ça peut être des hormones, ça peut être des protéines, des nutriments, ça peut être aussi des médicaments, des drogues, des poisons. Donc, toutes sortes de molécules peuvent envoyer des signaux aux cellules. Ça peut aussi être des facteurs environnementaux. Par exemple, la lumière, surtout chez les plantes ou les cyanobactéries. Donc, la lumière va engendrer des mécanismes biochimiques comme la photosynthèse. Et ça peut être aussi la température. On a des récepteurs à la surface de la peau qu'on appelle des thermorécepteurs qui permettent de détecter les changements de température et donc d'envoyer un message aux bonnes parties du corps pour assurer une régulation de la température. Donc, différents facteurs externes qui vont venir entrer en communication avec nos cellules pour engendrer une réponse. Même les bactéries et les virus sont en mesure de nous infecter parce qu'elles sont capables de comprendre nos systèmes de communication. Ce qu'elles font, ces entités infectieuses-là, dans le fond, c'est qu'elles vont venir se placer sur nos récepteurs membranaires, sur nos cellules, et elles vont soit être internées par nos cellules ou elles vont changer les signaux qui devaient être envoyés aux cellules. Donc, elles vont détourner les messages, ce qui va faire en sorte que les cellules ne fonctionneront plus comme elles devraient ou que la cellule bactérienne ou le virus va infecter directement l'intérieur de la cellule. Donc, c'est important de comprendre comment fonctionne la communication cellulaire. Différents types de communication. Communication locale, donc dans un court rayon d'action, et la communication sur une longue distance. Pour ce qui est de la communication locale, il y a un type de communication qui est direct. Ça veut dire que deux cellules qui sont côte à côte vont pouvoir s'échanger des substances, des molécules, à travers ce qu'on appelle des jonctions cellulaires. Donc, c'est comme des petites portes qui s'ouvrent ou qui sont toujours ouvertes entre deux cellules. On peut aussi avoir une communication locale directe entre deux cellules, et là, c'est les récepteurs membranaires des cellules qui vont se fixer l'un sur l'autre et qui vont permettre l'échange d'informations. Autre type de communication locale, la communication paracrine, autocrine ou synaptique. La communication paracrine, c'est lorsqu'une cellule va sécréter des substances dans son environnement immédiat qui vont envoyer un message aux cellules environnantes. La communication autocrine, c'est lorsqu'une cellule va sécréter des substances dans son environnement, mais ces substances-là vont avoir un effet sur la cellule elle-même. Donc, il y a des hormones qui fonctionnent de cette façon-là pour auto-réguler la sécrétion des hormones. Lorsqu'il y en a une trop grande quantité dans l'espace extracellulaire, la cellule va avoir comme message qu'elle doit stopper la production d'hormones. Finalement, dernier type de communication locale, c'est la communication synaptique, donc la communication qui a lieu dans le système nerveux. Les neurones, qui sont les cellules nerveuses qui transmettent l'information, vont propager un influx nerveux et lorsque l'influx nerveux arrive au bout du neurone, le neurone va sécréter ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, qui sont de petites substances chimiques qui vont agir comme messagers sur le neurone suivant, ce qui va activer ou inactiver la propagation du message. Les drogues et certains médicaments agissent au niveau de la fente synaptique et vont imiter, dans le fond, le travail des neurotransmetteurs. Certaines drogues vont prendre la place carrément d'un neurotransmetteur et l'empêcher de fonctionner. D'autres vont carrément limiter et amplifier le signal qu'aurait eu le neurotransmetteur. Donc ça, c'est les types de communication locale. Donc on a la directe, paracrine, autocrine et synaptique.
Le dernier type de communication, c'est la communication longue distance. Donc là, c'est la communication qu'utilise le système endocrinien hormonal pour envoyer des messages à l'ensemble des cellules du corps. La sécrétion d'hormones, ça se fait sur une longue période de temps, donc c'est pas instantané comme message, mais ça permet de rejoindre beaucoup de cellules parce que les hormones voyagent à travers la circulation sanguine et peuvent ainsi entrer en contact avec les cellules cibles. Donc ça, c'était le premier volet de la communication cellulaire. Deuxième volet, je vous explique les 3 grandes étapes de la communication cellulaire. Premièrement, il y a la réception. Il faut que la cellule reçoive un message. Ensuite, il y a la transduction. La transduction, c'est l'étape où l'information va voyager dans la cellule. Et finalement, il y a la réponse cellulaire. Au niveau de la réception, dans le fond, la majorité des récepteurs cellulaires sont des récepteurs membranaires. Donc, c'est des glycoprotéines qui sont enchâssées dans la membrane et qui vont avoir à leur surface un site actif. Même principe que pour les enzymes avec le site actif où le substrat peut se fixer. Sur un récepteur, il y a un site actif sur lequel va venir se fixer un ligand. Le ligand, c'est le messager. Ça peut être un médicament, ça peut être un autre récepteur, ça peut être un virus, ça peut être une molécule chimique, une hormone. Donc, le messager va venir se fixer sur le site actif du récepteur. Ce que ça va engendrer, c'est que le récepteur va changer de forme. En changeant de forme, il va activer d'autres molécules à l'intérieur de la cellule. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, un récepteur membranaire. Les ligands, les messagers, sont des petites molécules hydrosolubles qui n'entreront pas dans la cellule. Donc, ils vont venir se fixer sur le récepteur change de forme et va engendrer un transfert d'informations dans la cellule. Il y a 4 grands types de récepteurs. 3 grands types qui sont membranaires et un type qui est intracellulaire. Donc, premier type de récepteur membranaire, ce sont les récepteurs couplés à une protéine G. Donc, le récepteur, lorsqu'il est en contact avec son ligand, change de forme, il active une protéine G qui, à son tour, change de forme et est activée par une molécule de grande énergie, la GTP. Et cette protéine G-là va à son tour activer un intermédiaire protéique et il va s'en suivre une transduction du message et une réponse cellulaire. Pour que le récepteur arrête de fonctionner, arrête d'envoyer un message, dans le fond, il suffit que la protéine G reprenne sa forme initiale. Donc, lorsque la protéine G a activé une enzyme, il y a une partie de cette protéine G-là qui va se détacher et qui va couper la molécule de GTP et ça va donc inactiver la protéine G. Lorsque la protéine G est inactivée, la cascade biochimique stoppe et le récepteur membranaire, lui, lorsque son ligand n'est plus sur le récepteur, il va à nouveau s'inactiver et être prêt pour recevoir un nouveau message. Pour ce qui est des récepteurs à tyrosine kinase, ce type de récepteur-là est fait en fait de 2 monomères, donc c'est 2 polypeptides qui sont côte à côte, qui sont inactifs. Pour être activés, 2 substances, 2 molécules doivent se fixer sur les récepteurs. Une fois que les 2 ligands sont sur les récepteurs, il va se former un dimère. Donc on appelle ça une dimérisation. Les 2 polypeptides vont se coller l'un à l'autre et ça va entraîner l'activation d'une tyrosine kinase, donc une enzyme qui a comme rôle de phosphoryler des molécules. Donc la tyrosine kinase va aller phosphoryler toutes les molécules de tyrosine qui sont sur les polypeptides, ce qui va engendrer l'activation de plusieurs intermédiaires protéiques. Ce qui est intéressant avec les récepteurs à tyrosine kinase, c'est que comme la tyrosine kinase peut phosphoryler plusieurs molécules à la fois, plusieurs intermédiaires protéiques vont pouvoir être activés et donc il va y avoir plusieurs cascades biochimiques qui vont être enclenchées en même temps. Ça veut dire que plusieurs messages peuvent être envoyés en même temps dans la cellule pour différentes activités. Donc, c'est un type de récepteur qui engendre beaucoup d'activités cellulaires.
Même principe que pour le récepteur à protéine G, couplé à une protéine G, le récepteur à tyrosine kinase, pour être inactivé, dans le fond, il doit être déphosphorylé. Donc, les phosphores doivent être retirés des 2 polypeptides. Lorsque c'est fait, les 2 polypeptides vont retrouver leur forme initiale de monomère et vont être prêts à recevoir d'autres messages. Dernier type de canal de récepteurs membranaires, ce sont les récepteurs qui sont couplés à un canal ionique. Donc, dans le fond, le canal ionique, c'est vraiment un canal qui va permettre à certaines molécules de passer du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Mais le canal, il n'est pas toujours ouvert. Habituellement, il est fermé pour pas que n'importe quelle molécule passe n'importe quand. Donc, sur ces canaux-là, il y a un récepteur. Et le récepteur, lorsque la molécule va venir se fixer sur son site actif, ça va engendrer l'ouverture des portes du canal. Et là, les ions, entre autres, vont pouvoir circuler à travers le canal. Lorsque le messager, le ligand, va être ôté du récepteur, donc les canaux vont se refermer à nouveau et empêcher le passage des molécules dans la cellule. Ça, c'était les 3 grands types de récepteurs membranaires. Il existe un autre type de récepteur qui est le récepteur intracellulaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les messagers, ce sont des molécules qui sont hydrosolubles, qui n'entrent pas dans la cellule. Elles ne peuvent pas entrer parce que la membrane est faite de phospholipides, pardon. Et donc, les molécules hydrosolubles n'ont pas d'affinité et elles ne peuvent pas traverser. Par contre, il y a certaines molécules qu'on retrouve dans la circulation sanguine ou dans le liquide lymphatique qui sont liposolubles. Par exemple, les hormones stéroïdiennes sont composées de lipides. Ces hormones-là vont être capables de passer au travers la membrane plasmique sans avoir besoin de se fixer à un récepteur. Donc, ces hormones-là vont passer à travers la membrane et elles vont venir se fixer à un récepteur à l'intérieur de la cellule. Une fois sur le récepteur, ce complexe hormone-récepteur va pouvoir engendrer une réponse de la cellule. Ça peut être une réponse qui va directement être au niveau du noyau, qui va engendrer la transcription de gènes, par exemple. Transcription de gènes en ARN messager pour produire des protéines. Donc, ce sont les grands types de récepteurs membranaires. Une fois que la cellule a reçu un message, donc une fois que le ligand s'est fixé à son récepteur, le message doit passer maintenant à travers tout l'ensemble de la cellule pour être envoyé aux bons endroits pour que ce soit les bonnes fonctions qui sont activées. Donc, cette étape-là, ça s'appelle la transduction. Ça veut dire qu'on propage l'information. En fait, ce que c'est une cascade de réactions biochimiques, un peu comme des dominos. Donc, quand un message commence à être envoyé au sein de la cellule, après ça, ça déboule jusqu'à ce qu'on arrive à la réponse souhaitée. Plus il y a d'intermédiaires dans la cascade biochimique, plus on va pouvoir réguler les réponses cellulaires. Parce que plus il y a de chemins possibles, plus il y a de possibilités de fermer des portes ou ouvrir plus de portes. Je vous donne un exemple. Si vous allez à votre chalet puis qu'il y a une seule route qui mène à votre chalet, vous n'avez pas le choix de prendre cette seule route-là. Il n'y a pas d'autres options, opportunités possibles. Par contre, si vous pouvez emprunter, je ne sais pas moi, 10 chemins différents pour aller à votre chalet, dont certains chemins qui vous permettent en plus d'aller faire des courses entre-temps, vous avez beaucoup plus de latitude, d'opportunités en ayant plusieurs chemins. C'est la même chose pour les cascades biochimiques. S'il n'y en a qu'une seule, elle va pouvoir être régulée qu'à un seul endroit. S'il y a plusieurs cascades possibles, plusieurs voies, on va pouvoir augmenter, diminuer, arrêter la transmission du message plus facilement. Ça va être modulable. Donc, le grand principe, c'est des réactions biochimiques, mais c'est des réactions biochimiques de phosphorylation. Donc, le message, comment il se transmet à l'intérieur de la cellule,
c'est par une série de transferts, les tyrosine kinases, nos enzymes qui se transfèrent des phosphores, vont phosphoryler une enzyme qui va phosphoryler une autre enzyme à son tour, qui va phosphoryler une autre enzyme, et ainsi de suite. Lorsqu'on veut moduler la réponse ou l'arrêter, on va déphosphoryler. Donc, la déphosphorylation arrête la transmission des signaux. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de grandes cascades biochimiques. Je laisse ça à l'université. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la transduction, ça fonctionne par phosphorylation successive au sein de la cellule. Il y a aussi, dans la transduction, des messagers qui ne sont pas des enzymes, des protéines. La majorité du temps, les intermédiaires des messages au sein de la cellule sont des protéines, mais il arrive que ce soit des ions ou d'autres molécules. Les principaux, ce sont l'ion calcium et l'AMP cyclique. Ces deux molécules-là, en fait, cet ion-là et cette molécule-là, sont les seconds messagers les plus courants dans les cascades de transduction. Vous n'avez pas non plus besoin d'apprendre une voie de transduction avec ces seconds messagers-là. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que normalement, les phosphorylations passent par des intermédiaires protéiques, mais il peut aussi y avoir des intermédiaires qui sont du calcium ou de l'AMP cyclique. Donc ça résume l'étape de transduction. Finalement, la dernière étape de communication, c'est la réponse. Donc, toute cette activité-là entraîne la phosphorylation, l'activation d'une dernière enzyme, et cette enzyme-là, la dernière de la série, va engendrer une réponse cellulaire. Les réponses cellulaires peuvent être aussi variées qu'il y a de fonctions dans une cellule. Donc, ça peut être une réponse cellulaire qui va engendrer le réarrangement du cytosquelette, ça peut être une catalyse enzymatique, ça peut être aussi l'activation ou la désactivation de la transcription de gènes. Donc, c'est extrêmement varié. Les réponses peuvent être cytoplasmiques ou nucléaires. Ça veut dire que la réponse peut engendrer une activité au sein de la cellule, mais ça peut aussi engendrer une réponse directement dans le noyau, donc au niveau de la régulation génique. Et comme je le disais tantôt, plus il y a de voies de transduction, plus il y a de réponses possibles et plus c'est facile de réguler à plusieurs endroits pour amplifier, ralentir, arrêter une activité biochimique au sein de la cellule. Et ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'il y a une activation d'une enzyme, il y a toujours un changement de forme. Et lorsque la molécule reprend sa forme initiale, ça veut dire qu'elle est inactivée et qu'elle pourra fonctionner à nouveau. S'il y a des dérèglements dans le fonctionnement de la communication cellulaire, que ce soit au niveau de la réception, de la transduction ou de la réponse, s'il y a un bris de communication, ça peut engendrer des désordres physiologiques, ça peut engendrer des maladies, des cancers et même la mort. Donc, la communication cellulaire, elle est extrêmement importante. Dernière partie de cette petite capsule Crash Course sur la communication cellulaire, je veux vous parler d'un type de communication extrêmement élaboré et extrêmement important, c'est l'apoptose cellulaire. L'apoptose, c'est quoi? C'est un suicide programmé. Pourquoi un suicide programmé? Pourquoi une cellule voudrait se suicider? Il y a plusieurs raisons. C'est soit parce que la cellule est trop vieille, qu'elle est infectée par un virus, par une bactérie, qu'elle est abîmée et qu'elle ne peut plus se faire réparer. Donc, les cellules qui ne sont plus saines, elles doivent être éliminées, mais elles ne peuvent pas être éliminées n'importe comment. Parce que, imaginez une cellule qui se vide de tout son contenu dans l'espace extracellulaire, ça veut dire qu'il y a des tonnes d'enzymes qui vont être libérées. Ça peut engendrer des dégâts tout autour dans le milieu environnant.
En fait, quand ça arrive, on appelle ça une nécrose. Donc, une cellule qui meurt de façon pathologique et qui se vide de son contenu va engendrer des dégâts autour d'elle. Et si plusieurs cellules sont détruites de cette façon-là, ça entraîne la mort des tissus. C'est ça une nécrose, c'est une mort de tissus cellulaires. On ne veut pas ça. Donc, les cellules ont élaboré le processus de suicide cellulaire programmé qui se déroule en 3 grandes étapes. Dans le fond, la première étape, toutes les parties, les organites, l'ADN de la cellule vont être coupés en petits morceaux. Ensuite, deuxième étape, toutes ces parties-là, ces déchets-là vont être emballés, enveloppés dans des petites vésicules. La cellule va tranquillement rétrécir, se ratatiner. Et finalement, troisième étape, toutes les vésicules qui contiennent les déchets vont être phagocytées. Phagocyté, ça veut dire manger. Et ça va être phagocyté par des cellules qui sont des phagocytes. Et leur job, c'est littéralement de manger des débris, des déchets cellulaires. Et ils vont recycler toutes les composantes qu'ils peuvent réutiliser et s'assurer, dans le fond, que la cellule va avoir été éliminée de façon saine et efficace sans qu'il y ait de substances chimiques qui se retrouvent dans l'espace extracellulaire. Donc voilà, c'était notre petite capsule sur la communication cellulaire. Je vous fais un récapitulatif. La communication cellulaire, c'est super important pour que toutes les cellules de l'ensemble de l'organisme se parlent et coordonnent les activités. Plusieurs signaux peuvent engendrer une réponse au sein d'une cellule. Il y a des signaux sous forme de substances chimiques, des signaux qui sont des facteurs environnementaux. Ça peut être aussi varié que la lumière, la température, un médicament, une hormone, etc. Les grands types de communication cellulaire, locale et à distance. Communication locale, on a la directe, donc de cellule à cellule par jonction cellulaire ou de cellule à cellule par récepteur membranaire. On a aussi la communication locale paracrine. La cellule sécrète une substance qui engendre une réponse aux cellules avoisinantes. La communication autocrine, la cellule sécrète une substance dans l'environnement pour elle-même. Et finalement, synaptique, donc c'est le type de message envoyé par les neurones qui sécrètent des neurotransmetteurs. Finalement, communication longue distance, c'est la communication endocrine, donc la libération des hormones dans le sang qui s'effectue sur une longue période de temps. Ensuite, 3 grandes étapes de communication cellulaire, la réception, la transduction et la réponse. Réception se fait par des récepteurs membranaires couplés à une protéine G, à tyrosine kinase ou couplés à un canal ionique. Et finalement, on a des récepteurs intracellulaires pour les molécules qui sont liposolubles, qui peuvent pénétrer dans la cellule sans problème. La transduction, c'est la propagation de notre message à travers la cellule. Plus il y a de voies de transduction, plus il y a de chemins possibles, plus la régulation est grande. Et les voies de transduction, c'est des cascades, dans le fond, de phosphorylation. Des enzymes qui phosphorylent d'autres enzymes et ainsi de suite. Finalement, la réponse cellulaire peut engendrer différentes activités au sein de la cellule et elle peut être régulée à plusieurs endroits. L'apoptose, voie de communication cellulaire extrêmement importante, suicide programmé d'une cellule pour éviter que les cellules environnantes soient endommagées. Voilà, c'est terminé pour la capsule sur la communication cellulaire. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.